Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Alors le thème que nous allons explorer ensemble aujourd'hui, vous verrez, il est à la fois original et très efficace pour les traders qui font du moyen terme. Donc il s'agit de la stratégie RSS ou la stratégie Relative Spread Strength. C'est une approche qui est donc inspirée de l'approche du RSI, mais qui va un peu plus loin en proposant une lecture un peu plus lissée, plus structurée des cycles de prix. Alors c'est une méthode qui a été développée par Yann Kopsey. Je vous laisserai jeter un œil sur internet, il a fait des travaux très intéressants sur le RSS notamment. Et c'est une stratégie qui s'intègre très bien dans une logique de swing trading sur des indices. Ça peut être aussi des actions. Ça marche très bien aussi sur les obligations. Enfin voilà, je vous montrerai un peu les résultats que j'ai trouvés. Dans cette vidéo webinaire formation, il y a 3 objectifs. C'est que il faut que vous ayez une bonne compréhension claire de cette stratégie, de la logique, du fonctionnement. Je vais vous montrer ensuite les résultats que j'ai trouvés de mes propres backtests avec des réglages tout à fait intéressants. Et puis enfin, je vais vous montrer à la fin de la démonstration comment on applique tout ça sur NanoTrader. Donc voilà, comme toujours, c'est une présentation pédagogique, pratique. Donc vous pouvez poser vos questions dans le chat en live, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires après pour le replay et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, c'est parti donc pour la stratégie RSS. Avant toute chose, évidemment, c'est une stratégie qui n'a pas de garantie de gain, donc vous pouvez perdre de l'argent que vous fassiez du futur ou du CFD, c'est la même chose. Voilà. Donc tout d'abord, petite introduction. Donc je vous ai montré un petit peu je vous ai fait déjà une petite introduction avec les objectifs de la présentation. Donc comprendre notre fameuse logique du RSS. Regardez les performances que j'ai obtenues sur différents instruments et puis vous montrer concrètement sur NanoTrader comment ça fonctionne. Donc partons tout d'abord sur la théorie. Commençons par la théorie. Donc, pour rappel, mais vous connaissez très bien le RSI, Relative Strength Index. J'appuie bien sur le côté strength, parce que ça mesure la force des mouvements de prix d'un actif. Ok. Deuxième chose, l'objectif du RSI, c'est d'identifier des zones de survente, de surachat. C'est pour ça que vous avez donc un espèce de fenêtre avec les fameuses zones de survente et de surachat qu'il faut bien identifier. Et l'objectif, c'est surtout aussi d'anticiper donc des retournements de tendance lorsque nous avons identifié des zones de survente et des zones de surachat. Le problème du RSI, alors je pourrais vous le montrer d'un point de vue backtest, c'est que très souvent, c'est un indicateur qui est très réactif. C'est-à-dire que vous allez voir que les niveaux du RSI, ça réagit très très vite et parfois un peu trop vite. Et donc, c'est le problème qui a été constaté notamment par le créateur donc, du RSS, qui a trouvé donc que le RSI était un peu trop réactif, que les signaux, il y en avait trop, que c'était parfois ce qu'il appelle bruité. Voilà le constat en fait de la création du RSS. Le RSS quant à lui, donc au contraire du RSI, eh bien lui on parle du Relative Spread Strength. Avant c'est Relative Strength Index et là on parle du Relative Spread Strength. Donc le principe c'est le calcul du RSI non pas sur le prix mais sur la différence entre deux moyennes mobiles. C'est là où on a une grande différence entre les deux, c'est que ça va regarder les moyennes mobiles plutôt que les prix directement. Et l'avantage qu'il ressort en fait de ce petit changement, c'est que les courbes sont beaucoup plus lisses et donc on lit avec un meilleur avantage donc les cycles plutôt longs. Le RSI c'est plutôt sur du court terme, là on est sur des cycles un petit peu plus longs, ça s'adapte très bien.
D'un point de vue pratique, regardez la formule du RSS. Donc, vous avez sur le haut le RSS et sur le bas le RSI. Et vous regardez la différence entre les deux. Donc, ça, c'est très proche, hein, mais vous voyez que eh bien, c'est beaucoup plus lissé en haut. Et donc, les zones à plus long terme, en tout cas, sont mieux identifiées, contrairement au RSI, puisqu'on regarde ça sur du 60 minutes notamment. Donc voilà le résultat de cette espèce de recherche donnée sur le RSI, un RSI un peu amélioré. Et voilà, donc ça reste un oscillateur, donc qui se trouve en dessous du graphique. Et donc ça se lit de la même manière et ça s'interprète de la même manière qu'un RSI, mais ça, comment dire, c'est beaucoup plus lisse dans le temps, comme vous pouvez le constater. Pour les signaux, alors je vous montre un signal d'achat. Donc vous avez ici un graphique qui correspond à je ne sais quel instrument, mais peu importe. Et donc vous avez votre RSS qui évolue comme ça dans une bande. La bande donc de survente et de surachat c'est 70-30, ce qui est assez classique sur du RSI et donc aussi sur du RSS. Et donc le signal d'achat, il se fait à ce niveau, c'est lorsqu'on va sortir de la zone de survente. Donc quand on sort d'une zone de survente, on considère qu'il y a un retournement de tendance et donc c'est à ce moment-là qu'on va acheter. Et donc vous voyez, là c'est une capture écran de NanoTrader, vous voyez ici avec le triangle et le petit trait vert un peu clair que c'est un signal donc d'achat. Et lorsqu'on se retrouve dans une zone de surachat, eh bien, lorsque ça se retourne, eh bien, il y a un signal de vente qui se fait donc, voilà, dans l'autre sens. Donc ici, vous avez deux signaux d'achat, un ici, que vous voyez matérialisé par ce petit triangle vert également, donc sur cette bougie hein, qu'on va prendre l'achat. Deuxième signal de trading ici, et donc sur cette bougie, on va prendre le trade. Pour la vente, eh bien, c'est l'inverse. C'est lorsqu'on sort donc dans cette zone de surachat qu'on va se mettre à vendre, mais on attend vraiment d'être sorti de la zone, donc c'est-à-dire sorti de la ligne des 70. Okay, donc c'est ces deux indices-là qui vont être, voilà, qui vont bien être identifiés. Alors, on met 70-30 évidemment, à vous de déterminer si c'est ce qu'il y a de mieux. Il y a plein de théories qui disent que 90-10 c'est très bien aussi. Voilà, ce qu'il y a de plus classique, c'est du 70-30, mais nous, dans notre travail ce soir, ça va être de trouver voilà, les meilleurs réglages par rapport à l'instrument que vous allez négocier. D'un point de vue du risque maintenant, comment est-ce que cette stratégie, elle tourne autour d'une gestion des positions, comme toujours. Là, on va dire le stop loss, le côté un peu innovant, c'est qu'on a un stop loss qui est utilisé, qui s'appelle un period high-low, c'est un stop loss suiveur, qui se positionne sur le plus bas des 10 ou 20 dernières bougies et ensuite il va agir en tant que stop suiveur, mais pas comme un stop suiveur dynamique, mais comme un stop suiveur high-low, c'est-à-dire que dès que le plus bas des X dernières bougies, on va dire les 10 dernières bougies, et ben, il a augmenté, et ben, le stop augmente. Donc si vous voyez qu'on est à ce niveau, ce niveau c'est le plus bas des 10 dernières bougies, qui doit être ici. Vous voyez, et donc c'est un très très bon stop que je vous recommande d'utiliser parce que c'est un bon stop suiveur qui laisse de la respiration au marché. C'est toujours la difficulté qu'on rencontre lorsqu'on utilise des stop suiveurs. Parfois ça colle trop au marché et on se fait stopper bêtement. En termes de target, c'est là où c'est intéressant qu'il n'y a pas de target. Dans cette stratégie, en tout cas, on verra si c'est intéressant d'en utiliser ou pas. Mais voilà, la stratégie ne vous donne pas de target, donc c'est que le stop loss qui va clôturer votre position. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de prendre le plus de mouvements possible et lorsque le marché se retourne, eh bien, il se fait stopper, mais en espérant, comme dans cet exemple, se faire stopper avec un gain. Parce que vous voyez ici, vous avez votre position qui a été acheté à ce niveau-là avec le triangle. Donc on voit que ça a été acheté ici. Donc c'est ma ligne d'entrée, elle doit être à 19 105, 110. Et donc vous avez votre stop qui a évolué et vous avez clôturé votre position vers 19 390. Donc avec un très large gain.
Ok, donc voilà comment fonctionne le money management dans cette stratégie. Donc maintenant qu'on a vu voilà, cette stratégie qui est relativement simple, eh bien on va regarder les résultats sur les backtests. Alors, tout d'abord, j'ai essayé plusieurs choses. J'ai regardé des tas de sous-jacents pour voilà, faire des backtests. Donc j'ai regardé au niveau des indices, du forex, des crypto-monnaies, des bons et des métaux. J'ai analysé donc tous les instruments que vous voyez ici. J'ai fait des backtests sur tous ces instruments qui m'ont donné donc des résultats plus ou moins bons. L'unité temps que je choisissais à chaque fois, c'est 60 minutes, qui est l'unité temps par défaut. Et parfois, je testais aussi sur du 30 minutes et exceptionnellement aussi pour du 15 minutes par pure curiosité. Il faut comprendre que c'est une stratégie swing, donc ça ne marche pas bien sur du 1 minute, 5 minutes, c'est pas pour du scalping, c'est du swing. Et la période de test, je l'ai fait sur 10 ans parce que j'ai utilisé donc un compte futur qui a 10 ans d'historique. Donc ce qui est hyper intéressant parce que ça permet de revenir donc à 2015. Ok. Dans l'exemple, parmi tous les instruments que j'ai analysés, je voudrais faire une espèce de petit focus sur l'indice boursier Eurostoxx, qui m'a semblé intéressant à utiliser. Enfin, c'était un des exemples que je voulais prendre et j'avais le choix. J'avais aussi le bon. Enfin, j'avais plein d'exemples à vous donner. Bon, j'ai retenu l'Eurostoxx que j'ai analysé récemment. Donc, ici, vous voyez donc une capture écran de la plateforme NanoTrader, plateforme sur laquelle vous pouvez donc ouvrir cette stratégie gratuitement. Lorsque vous l'ouvrez, donc vous avez ceci par défaut. Vous avez votre unité de temps 60 minutes. Là, j'ai choisi donc l'Eurostoxx futur. Donc vous voyez ici qu'il y a plusieurs paramètres possibles. Vous avez donc le 70-30 que vous pouvez modifier. Vous avez vous avez aussi le look back. On vous propose de montrer un signal. On vous montre donc les deux moyennes mobiles, le span RSS. Enfin, vous avez pas mal de choses que vous pouvez modifier. Donc c'est, je trouve, très intéressant. Et donc, par défaut, souvent, j'ai obtenu des bons résultats, ce qui est très rare dans des stratégies. Quand on choisit n'importe quel instrument, généralement, par défaut, les résultats ne sont pas bons. Enfin, en tout cas, pas du tout convaincants, parce qu'il faut toujours adapter les réglages pour avoir le meilleur résultat possible d'un point de vue du backtest. Après, le backtest, ça reste du backtest, c'est des performances passées, donc il ne faut pas non plus trop s'y fier parce que ça ne garantit en rien les performances futures, mais ça permet d'avoir un bon ordre d'idée. Pour le stop loss, donc vous voyez ici le period high-low, qui est paramétré de cette manière-là par défaut. Bon, même chose, on verra pour le modifier. Donc vous voyez ici sur 10 ans, on a commencé donc en juin 2015 jusqu'en juin 2025. Et donc le résultat, vous voyez les deux, 16 250 €. Bon, résultat relativement mauvais. Si j'aime bien comparer toujours avec un investissement sur un ETF, ETF que vous pouvez aussi acheter chez Self-Invest si vous aimez faire de l'investissement long terme, mais purement passif. Et bien là, vous voyez, si on avait pris position, on devait être à 3500, 3300 on va dire, pour faire rond, à 3500 en 2015. Là, on est à 5300 en 2025. Donc, ça a pris 2000 points. 2000 points, c'est, vu qu'on est à 10 € le point sur les futurs, à 2000 points, ça fait 20 000 €. Donc, si vous aviez acheté en 2015, en juin 2015 et que vous étiez toujours en position, vous seriez à plus 20 000 €. Et donc, vous voyez que cette stratégie, ça vous donne 16 000 €, donc c'est clairement moins bien qu'un achat passif. Et donc, nous allons prendre dans cet exemple, on va prendre un espèce de repère de 20 000 €. Si la stratégie, la performance, elle est inférieure à 20 000 €, ça vaut pas le coup. Autant faire du long terme et ne pas se prendre la tête à prendre du temps et à trader, à payer des commissions, à prendre du risque. Autant laisser là sur du long terme. Donc, lorsqu'on va optimiser maintenant les réglages de la stratégie, je vous propose de faire ça par étapes.
Donc on commence, c'est une méthode, hein, une méthodologie de travail que je vous invite à suivre, mais que vous pouvez faire différemment également. Donc j'ai commencé par optimiser le période high-low pour savoir s'il n'y avait pas des paramètres qui étaient un peu mieux que ceux utilisés par défaut. Donc en optimisant uniquement le période high-low, vous voyez ici j'ai d'autres paramètres. Et donc on passe d'une performance donc de 16 250 à une performance de 39 000, quasiment 40 000. Donc là, on est à 2 fois un investissement passif en termes de performance. Donc là, ça commence à être assez intéressant. J'ai oublié de vous dire également que sur votre droite, vous avez une série de statistiques que la plateforme vous donne, notamment le gain total, le taux de réussite qui est ici, qui est intéressant, le gain moyen sur perte moyenne, ça c'est le rendement risque, donc 2,02, c'est-à-dire que j'ai un rendement risque de 2. Pour 1 euro risqué, j'en gagne 2. Ce qui est intéressant aussi, c'est vu qu'on est sur un stop suiveur, il faut voir en moyenne combien est-ce qu'on risque. Donc c'est mon trade perdant moyen, 322 euros. Mon trade gagnant moyen, 649, qui est un peu plus de 2 fois. Autre chose intéressante, c'est la perte cumulée max, qui est ici à 10 000 euros. Donc ça, c'est mon drawdown, la différence entre mon plus haut et mon plus bas en termes de performance. Le plus grand écart, il est 10 000 euros. Et puis, vous avez d'autres statistiques intéressantes. Mais voilà, c'est celle que je retiens en tout cas. Donc, en optimisant le période high-low, voilà, on a plus que doublé la performance. Deuxième chose, donc je reviens sur un période high-low donc basique, et cette fois-ci j'optimise le RSS pour avoir de meilleurs résultats. Donc typiquement on a changé quasiment tout, on est passé sur du 90-25. Donc avoir du 90, c'est-à-dire que vous aurez des signaux probablement plus tôt, vous aurez plus de signaux mais ils arriveront plus tôt. Donc voilà le résultat, donc là je passe de 16 000 du coup à 45 000, donc un peu mieux. Mais ça reste quand même, il y a une belle période de hausse, mais vous avez pendant un moment quand même, pendant plusieurs mois, des périodes de baisse, donc c'était pas forcément génial. Mais voilà ce que ça donne quand on modifie, on optimise donc tous les réglages de l'indicateur. Ensuite, j'ai décidé d'optimiser les deux en même temps. Donc de faire une espèce d'optimisation croisée entre le RSS et puis le période high-low pour voir si quand on combinait les deux, on avait quelque chose d'intéressant. Et on voit effectivement qu'on passe là à 66 000 euros. Donc on passe de 16 000 à 66 000 euros, ce qui est relativement bon. Vous en conviendrez. Avec un taux de réussite à 42%, mais un risque rendement de 2,45. Donc, c'est-à-dire que quand on clôture une position, on gagne 2,45 fois ce qu'on risque. Ce qui est plutôt très bien et assez difficile. Cela étant, c'est du swing, donc c'est plus facile d'avoir ce genre de rendement risque avec du swing plutôt qu'avec du scalping. Alors je précise parce que j'ai vu la question passer, c'est une stratégie qui prend des ordres à l'achat et aussi à la vente. Vous pouvez shorter. Et pour preuve, et à ce niveau-là, la stratégie elle a bien gagné lorsque le marché a chuté en 2020 parce que la stratégie shortait à ce moment-là. Ok. Donc voilà ce que j'obtiens quand j'optimise ces paramètres. Maintenant, la curiosité m'a évidemment amené à poser la question de si j'ajoute un take profit, est-ce que j'ai un meilleur résultat? Et donc j'ai rajouté un take profit pour voir et j'ai optimisé à nouveau tout, donc le RSS, le period high-low et le profit target. Et donc voilà le résultat final que j'obtiens sur l'Eurostoxx, c'est donc 100 000 euros, un peu plus de 100 000 euros. Donc on voit quand même qu'on passe d'une performance de 16 000 à 100 000 euros en optimisant les choses et sans faire non plus de folie. Alors peut-être certains diront que c'est optimisé, suroptimisé. Ça peut être suroptimisé, mais on voit en tout cas, moi ça me plaît beaucoup parce que je constate que la courbe, elle est régulière. Et ça, c'est hyper important
d'avoir une courbe régulière parce que plus elle sera régulière et lisse, plus les performances passées seront similaires aux performances futures potentielles. Voilà, quand c'est quelque chose de très 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 régulier, c'est beaucoup mieux que juste une seule période où ça gagnait beaucoup mais le reste du temps c'était flat. Ça n'a aucun intérêt. Donc il faut avoir quelque chose qui soit beaucoup plus lisse et là on le constate quand même largement avec un taux de réussite qui est quasiment à 50%, avec un risque rendement de 2. Donc là on est clairement sur voilà, quelque chose qui me paraît personnellement très bien. Si vous souhaitez maintenant appliquer, vous dites tiens bon ça me va bien, j'ai envie de tester l'Eurostoxx sur du swing, je vous ai proposé une espèce de business model pour un compte CFD et pour un compte futur. Donc on va commencer par le compte CFD. Imaginez vous voulez faire ça. Je vous ai mis les statistiques de côté parce que je me réfère beaucoup à ces statistiques pour déterminer le business model. Et c'est le travail que je vous conseille vraiment tous de faire. Donc le capital recommandé pour un compte CFD, si vous vouliez appliquer ça, sur l'Eurostoxx, c'est 2500 € de capital que je recommande. L'instrument que vous allez trader, c'est le EU Stoxx 50, qui n'a pas d'expiration, mais qui a des swaps. Et le EU Stoxx 50 septembre 2025, donc quand vous voyez une espèce de date comme ça, c'est que c'est un CFD / futur, c'est-à-dire que c'est un CFD, mais vous ne payez pas de swap. Mais vous avez aussi une expiration trimestrielle. Et étant donné qu'on fait du swing, ça vaut le coup quand même d'être mentionné parce que sur du swing, vous pouvez garder des positions plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et donc vous payez chaque jour des swaps, des intérêts, si vous êtes sur du CFD. Sauf lorsque vous avez choisi notre CFD futur qui n'a pas de swap. Le spread sera plus élevé, mais ça vaut largement le coup lorsque vous gardez vos positions plus d'une semaine. Donc ce sera voilà, les deux instruments à recommander. Sur chacun des instruments, vous êtes à 1 € le point pour un contrat. Et je vous conseille de rester sur ce niveau de 1 contrat. Le risque moyen que vous courez, c'est 55 €. Donc vous voyez, pour 2500 €, ça vous fait 2% de risque. Vous voyez, moyen. Ce qui est plutôt très correct en termes de gestion de risque. Le gain moyen, lui, est à 110 €, donc le double. Donc un très bon risque-rendement. En termes de commission, alors vous allez payer un spread qui sera plus ou moins élevé selon si vous prenez donc l'un des deux instruments. Ça reste un spread qui est faible. La commission, elle sera de 70 centimes aller-retour pour un compte mini. C'est le compte que je vous conseille d'utiliser, parce que le compte standard, vous allez payer 6 € aller-retour. Donc voilà, ça vaut moins le coup. Vous ne paierez pas donc de swap overnight si vous prenez un EU Stoxx 50 septembre 2025 ou décembre 2025, ça dépend à quel moment vous allez faire. Et sinon, vous payez un swap qui est d'environ, disons, 8% par an. Donc vous payez chaque soir, mais ça vous fait du 8% par an, donc c'est un peu élevé. Voilà. Et en termes de coût, ce que ça va vous coûter après, c'est la plateforme full si vous souhaitez afficher cette stratégie et l'automatiser, donc passer les trades automatiquement. Pour le compte futur, j'augmente ce montant à 25 000 €. L'instrument, donc c'est le FESX, qui est l'Eurostoxx futur. Vous prendrez donc l'expiration qui convient. Un contrat suffira à 10 € le point. Le risque moyen est à 500 €, donc 2% du capital. Le gain moyen potentiel, donc 1100 €. Vous allez payer un spread, sauf si vous entrez sur un ordre limite, où vous ne payez pas de spread. Vous allez payer une commission de 6,20 € aller-retour. Donc 6,20 € pour un gain potentiel de 1100 €, c'est rien du tout. Donc c'est vrai que l'intérêt du swing en plus, c'est que les commissions ont un impact très très faible sur la performance, contrairement au scalping où là, il y a un impact beaucoup plus élevé. Et en termes de coût, vous payez donc la plateforme plus l'accès au flux de l'Eurex qui est donc de 25 € par mois plus CQG à 13 € par mois. Voilà tout ce que ça va vous coûter. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Nous allons passer maintenant à l'application sur la plateforme. Donc plateforme NanoTrader. Donc là, je vais passer ici sur notre plateforme NanoTrader.
Donc si vous souhaitez sortir cette stratégie, imaginons que vous n'avez pas forcément cette configuration-là, mais peu importe celle que vous avez, si vous souhaitez ajouter donc la stratégie sur un instrument de votre choix, vous irez dans Ouvrir un graphique en haut à gauche. Vous cliquez dessus, vous choisissez l'instrument de votre choix, donc soit dans les CFD, soit dans les futurs. Vous prenez ce que vous voulez, par exemple le EU Stocks 50. Vous faites un clic droit dessus, modèle d'étude, puis WHS stratégie, et là vous avez accès aux 91 stratégies, et RSS c'est celle-ci, WHS RSS. Vous cliquez dessus, et la stratégie donc va s'ouvrir sur l'instrument que vous avez sélectionné. Bien. Donc vous la voyez ici, la stratégie. Donc avec différents, avec pas mal de choses à constater. Donc typiquement, vous voyez sur la dernière, sur le dernier signal, on voit ici, vous avez un grand triangle rouge. Ça signifie quoi? Ça signifie que, eh bien, vous avez une position qui est en cours. Quand c'est un grand triangle, c'est une position qui est en cours. Donc cette position, vous voyez, alors c'est la stratégie par défaut, évidemment, on ne l'a pas optimisée. Bon, elle est suivie, vous voyez, assez bien par le stop loss. Et donc vous voyez que le stop loss, il est à ce niveau-là et qu'on est déjà en gain. Donc pas de possibilité de perte. C'est ça quand même qui est, on va dire, rassurant. Je ne sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux à faire, mais c'est assez rassurant. Et donc la position part a priori dans le bon sens. Et donc, ce qui est bien, c'est que vous voyez ce qui s'est passé avant. Donc, vous voyez, par exemple, vous avez cette bougie qui a été un signal de vente, parce que c'est un triangle rouge. Et donc, vous voyez le stop loss qui a évolué et qui s'est fait stopper. Donc, là, pour le coup, c'était de la perte. Même chose ici, vous avez un signal d'achat qui a fini sur son stop loss. Et voilà, c'est comme ça que vous voyez la stratégie. Donc en cliquant ensuite sur barre de personnalisation sur votre gauche, eh bien, vous avez accès donc aux paramètres. Donc les paramètres du stop loss dans la section bracket avec le période high-low. Vous avez dans les indicateurs plus bas le relative spread strength avec les différents paramètres. Okay. Ici, donc, vous avez le fameux indicateur relative spread strength où vous pouvez afficher les signaux ici en cliquant sur oui. Okay, comme ça, vous les voyez d'un point de vue, on va dire, concret, avec des bandes rouges qui veulent dire que c'est une vente, un signal de vente, et des bandes vertes qui veulent dire signal d'achat. Et maintenant, si vous souhaitez donc sortir le backtest, eh bien, vous devez aller ici dans Graphique Performance, tout en bas, dans la section Paramètres Trading System sur votre gauche. Vous cliquez sur Graphique Performance. Là, vous avez une petite fenêtre qui s'ajoute en bas avec votre courbe d'equity. Donc, c'est assez, on ne voit pas hyper bien. Donc, je vais cliquer sur Equity, je vais déplacer la fenêtre là-haut, comme ça on verra ça un peu mieux. Vous voyez, donc là, on est sur une perte de 154 €, c'est normal, hein, on n'avait pas du tout optimisé. Ensuite, je vais cliquer sur le bouton ici qui s'appelle Fixer barre info qui est en haut. Vous voyez, Fixer barre info. Et donc, sur ma droite, maintenant, j'ai une fenêtre avec donc mes différentes statistiques. OK. Voilà. Si vous souhaitez, après, vous pouvez, si vous voulez modifier, donc si vous voulez passer ça à 90, vous voyez, ça va changer tout de suite la performance. Vous voyez, je passe à 25, donc à moins 155. Bref, voilà, c'est comme ça que vous voyez que vous pouvez modifier les paramètres et vous avez des résultats aussitôt. Pour optimiser ensuite ces résultats, je vous l'ai montré dans beaucoup de vidéos, je peux vous le remontrer encore ce soir. Vous avez plein de manières de faire. La première manière d'optimiser, c'est de faire un clic droit sur ce qu'on appelle le sentiment, ici qui est à 90. Vous faites un clic droit dessus et vous cliquez sur sensibilité du paramètre. Alors ça va vous montrer tous les paramètres possibles par défaut entre 0 et 100. OK.
Et donc, entre 0 et 100, sur votre gauche, c'est les gains du backtest. On voit que le moins mauvais, on va dire, c'est 63. Ok. Donc, on peut mettre 63. Si vous voulez encadrer maintenant ce paramètre, vous sélectionnez le 25 et vous dites, non, je ne vais pas regarder entre 0 et 90. Donc, vous voyez en bas, c'est l'encadrement des paramètres. Et donc, période actuelle 25 et au minimum, donc on va faire 10. Et puis, on va aller jusqu'à, par exemple, 45. Ça, c'est un peu plus encadré. Je vous conseille de le faire parce que ça permet d'aller plus vite. La plateforme, elle va plus vite. Vous voyez. Et donc, lorsqu'on met 13, apparemment, c'est un peu mieux. Et on passe tout de suite en gain. Bon, ça, c'est la première méthode de le faire de manière individuelle. Après, vous pouvez optimiser le groupe. Si par exemple, vous voulez optimiser ce groupe période high low, vous le sélectionnez et vous cliquez ici sur optimiser. Une fenêtre va s'afficher et vous cliquez sur démarrer pour faire varier automatiquement chaque paramètre et la plateforme va regarder de manière un peu intelligente quels sont les meilleurs paramètres possibles, et donc ils vont travailler, ils vont faire plein d'essais. Vous voyez là, il y a tous les essais qui sont en train d'être effectués. Et donc on va essayer de trouver le meilleur résultat possible. Et à chaque fois qu'elle trouve un meilleur réglage, vous l'avez ici. Donc on a commencé à 82, elle a trouvé un meilleur réglage qui a donné 132, puis 156, et là on a 159. Et donc je m'arrête quand je veux. Donc là je clique sur stop pour m'arrêter, et donc ça va me donner donc les paramètres comme ça qui ont été optimisés. Alors c'est un stop qui est en ATR, donc c'est très très loin. C'est pas en point, donc peut-être qu'il faut plutôt le mettre en point et encadrer chaque élément pour que ce soit cohérent. Mais voilà comment il faut faire. Et si, troisième manière ensuite d'optimiser, si vous voulez optimiser à la fois le period high low et le RSS, vous devez fixer tous les sentiments d'abord, encadrer tous les sentiments que vous souhaitez optimiser. Et une fois que vous avez tout encadré, vous cliquerez sur Meta Sentimentor et vous ferez optimiser. Et là, ça va optimiser les deux. Okay, à la fois RSS et Period high low. Donc, je vous montre. On commence d'abord par faire clic droit n'importe où et on clique sur fixer tous les sentimentors. Et ensuite, on va regarder chaque sentiment. Donc, vous voyez là, 63. En bas, on voit que c'est 63, minimum 63, maximum 63. Donc, ça a été fixé. Et donc moi, je vais défixer ceux qui m'intéressent. Par exemple, celui-ci, je veux qu'il soit entre plutôt 60 et 90. Celui-ci, je veux qu'il soit entre donc 10 et 30. Le look back, je vais regarder entre 3 et 6. Moving average, je vais faire entre 5 et 20. Le deuxième moyenne mobile, entre 30 et 50. Le span RSS, je vais faire entre 11 et 17, etc. Je fais la même chose avec mon period high low. Je vais d'abord le faire. Je vais remettre les paramètres comme ils étaient. Voilà, je mets 20. Et là, je mets 0. Et donc, le min période, je le mets entre, on va dire, entre 5 et 10 ou 15. Le stop low data, je vous conseille donc de faire toujours moins 20, quelque chose comme ça, et le max vous mettez toujours 0. High period, pareil, entre 5 et 20. Et le stop high, le minimum toujours à 0, et le maximum, là je mets 20 par exemple. Et voilà, maintenant j'ai tout fixé, je vais sur Meta Sentimentor, et là je clique sur optimiser, et là il va m'optimiser tout ce qui est optimisable. Okay. Voilà, c'est comme ça que je vais obtenir mes fameux résultats de fin. Donc vous voyez, ça s'envole assez bien, ce qui est normal. C'est comme ça qu'on obtient de bons résultats. Donc voilà, je ferme. Maintenant, je veux ajouter un profit target. C'est ce que j'ai fait. Je sélectionne profit target, je clique sur stop. Là, je recommence
Donc mon profit target, je regarde s'il est encadré, il est entre 10 et 200, très bien. Short, pareil. Donc ça, je ne vais pas le changer. Donc je reclique sur Métation Mentor et je redémarre mon optimisation qui va cette fois-ci prendre en compte un take profit. Donc il va vous donner encore d'autres réglages. Ok. Donc c'est là où c'est voilà, très intéressant d'utiliser quand même cette plateforme qui est hyper avancée. Il faut l'utiliser, il faut s'entraîner, il faut bien suivre comme vous faites les vidéos que je fais, surtout alors ce que Amélie elle fait, que je fais également sur ce travail. Eric Lefort faisait un travail également remarquable sur la plateforme. Malheureusement, il a pris sa retraite, donc il n'en fait plus. Mais il faut regarder un petit peu ses vidéos, et il faisait ce genre de travail. Mais au moins, apprenez à bien maîtriser la plateforme et vous allez obtenir voilà, des résultats, en tout cas d'un point de vue du backtest, très bons. Et après, il faudra ensuite passer sur du live en paper dans un premier temps pour tester que les paramètres sont bons. Mais c'est un vrai outil puissant qui vous permet d'être serein dans votre stratégie. Et donc vous voyez ici, depuis le 19 mai, ça c'est le backtest que j'ai fait, 19 mai, et depuis le 19 mai, j'ai gagné 500 € avec un capital de 2005. Vous voyez, je dis 2005, ça aurait pu être 3000 ou 2000, peu importe, mais j'ai pris à chaque fois des positions de 1 contrat à 1 € le point. Il y a eu 9 positions prises, vous voyez, et donc en moyenne, mon trade moyen, il était de 59 €. Donc à chaque fois, en moyenne, j'ai gagné 59 € par trade, ce qui est quand même pas mal. Ok. Si vous voulez davantage d'historique, parce que là on a fait le 19 mai, et vous faites un clic droit ici dans l'intervalle de temps, clic droit, chargement des données de prix, et là vous mettez un chiffre un peu plus grand, vous mettez un très grand chiffre parce que ça va vous donner une limite. Moi la limite elle est à 263. Je clique dessus et comme ça j'ai un peu plus d'historique. Donc là je vais cliquer sur le bouton, regardez bien en bas à gauche, celui-ci pour charger donc mon nouvel historique. Et basé sur ce nouvel historique, j'ai d'autres résultats. Donc là je suis à 862, mais je peux, en fonction de tous les historiques, on peut recommencer le travail d'optimisation parce que là il prend en compte d'autres historiques, donc d'autres éléments de marché, d'autres configurations de marché, et donc plus il y en a, mieux c'est. Pour ça que c'est bien d'avoir un compte avec un bon historique. Sur les CFD, vous pouvez le télécharger quand vous avez un compte réel, vous pouvez les télécharger sur notre store. Sur les futurs, vous avez jusqu'à 10 ans. Bon voilà, je vous ai montré, je pense, de manière assez concrète comment est-ce qu'on peut sortir une stratégie, l'optimiser, puis ajouter certaines choses. Alors, une autre manière peut-être d'optimiser la stratégie. Donc là, il y a plein d'outils intéressants pour optimiser la stratégie. Il y a ce que je vous ai montré, et puis on peut rajouter d'autres outils. Bon, voilà, pour augmenter ma performance, typiquement, moi j'ai choisi un profit target. Mais vous avez plein d'indicateurs qui vous permettent d'optimiser la stratégie en les filtrant. Donc, filtrer, c'est-à-dire sur 100 trades, 100 signaux, je vais en prendre seulement que 85 parce qu'il y en a 15 qui sont mauvais. Et donc, pour trouver ces mauvais trades, il faut les filtrer. Typiquement, un trade d'achat qui est donné alors que la tendance elle est complètement baissière, c'est peut-être pas un bon trade. Donc peut-être faire des filtres, ce qu'on appelle les filtres de tendance. Sinon, vous avez des filtres sur des heures de journée. Est-ce que un trade, un signal qui est donné à 1 h du matin, c'est pertinent? Est-ce qu'il n'y a pas intérêt à ce qu'on enlève les trades entre minuit et 5 h du matin? Et donc là, vous avez un outil de filtre qui vous permet de savoir s'il faut bannir des horaires de la journée ou bannir des jours de la semaine. Nous, chez Self-Invest, on a créé plein de trucs comme ça. Donc pour ça, vous allez dans Ajouter un indicateur. Et donc vous allez, filtre de tendance, si on commence par ça, vous avez plein de filtres de tendance qui sont intéressants. Moyenne mobile, typiquement c'est le plus simple. Vous avez, je trouve très bien, c'est Kenashi. Vous avez Super Trend également.
Donc si vous voulez faire ça, bah, vous prenez le Ekanashi, vous cliquez sur filtre. Donc ça va filtrer. Donc le filtre, c'est-à-dire que ça vous donne un espèce de fond d'écran. Donc le fond d'écran, c'est ça par exemple. Bien là, il y a un signal de vente. Bien, le signal de vente, il y a un filtre de vente, c'est-à-dire que si ça avait été un signal d'achat, il n'aurait pas été pris. Okay. Et donc le Ekanashi, pour savoir si c'est un bon filtre, bah, il suffit juste de regarder déjà le résultat, de cliquer sur le reversal amount, donc le réglage, qui est compris entre 1 et 3, vous pouvez monter à 8 ou 9, ou même 10. Et vous faites un clic droit, sensibilité du paramètre, là ça va vous donner le meilleur réglage pour ce filtre. Et vous voyez que le filtre, eh bien, plus on augmente, pire c'est. Donc c'est 1 qui est le mieux, donc ce qui veut dire en gros que le Ekanashi n'apporte rien de plus intéressant a priori comme filtre. Donc vous en tentez un autre, vous dites tiens je vais taper le Super Trend qui est un très bon indicateur de tendance. Donc je prends mon Super Trend, vous voyez là je suis à 1800 € de gain. Bon bah est-ce que mon Super Trend, si je le mets en filtre, ça peut me donner de meilleurs résultats? Bon par défaut déjà ça donne 650 € versus 1008, donc ça n'a pas du tout d'intérêt. Et donc on regarde ce que ça donne, donc 0, 1, c'est les meilleurs résultats, donc autrement dit, il n'y a rien d'intéressant. Et je regarde sur le facteur d'ATR s'il y a quelque chose de mieux que 3. Non, il n'y a rien de... A priori, ça ne change rien. Si on fait 0,7, bon, ça va, oui, ça va pas... A priori, ça va pas vraiment arranger les choses, ça va rien changer de spécial. Voilà, la performance, ça va pas trop évoluer. D'autres indicateurs, c'est le filter fast search best period. Donc là, c'est intéressant parce que ça va vous donner plusieurs périodes. 0, donc de minuit à 8h, de 8h à midi, de midi à 15h, de 15h à 18h. Et donc après, vous pouvez sélectionner plusieurs horaires, donc celle du matin et de l'après-midi, où vous voyez, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Donc vous faites sensibilité du paramètre, pareil. Et là, on vous dit que le meilleur résultat, c'est le dernier, numéro 14. Numéro 14, c'est celui-ci, 0, 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire, on prend toutes les périodes. Donc a priori, il n'y a pas de période vraiment mauvaise. Et il y a plein d'autres choses comme ça que vous pouvez optimiser. Donc je vous invite à faire vos propres recherches. C'était vraiment pour vous dire voilà ce qui était franchement possible. Autre chose que je vous invite à faire également, c'est par défaut, lorsque vous optimisez, la plateforme elle vous dit j'optimise pour la meilleure performance possible, ce qui est très bien. Mais vous pouvez demander à la plateforme de faire pas seulement la meilleure performance, mais faire d'autres paramètres. Par exemple, je veux le plus haut taux de rendement. Et donc pour cela, vous allez dans le bouton en haut à gauche qui s'appelle Paramètres Evaluator. Vous cliquez dessus. OK. Et ça va vous donner cette fenêtre-là. Et donc vous avez plusieurs onglets, trader les futurs, contraintes de trading et période de contrôle. Et vous allez cliquer sur contraintes de trading. Vous ne vous préoccupez pas de tout ça, mais vous allez, vous voyez ici, objectif d'optimisation, performance totale. Et là, quand vous cliquez dessus, vous avez plein d'autres choses. Et donc, vous pouvez regarder, voilà, je veux la meilleure moyenne de trade gagnant, le meilleur pourcentage profitable, la meilleure espérance, un facteur profit le plus élevé ou une performance totale sur seuil de perte le plus élevé, ça j'aime bien. Vous voyez, vous cliquez sur OK et donc ça c'est bien parce que quand vous optimisez, ça ne va plus se concentrer sur la performance totale, mais sur la performance totale en relation avec un seuil de perte. Vous voyez, ça c'est assez intéressant je trouve. Donc voilà. Hop là. Donc vous avez cette manière de optimiser les résultats. Et maintenant, si je vois qu'il y a
quelques questions, donc je vais vous laisser en poser et j'y répondrai un petit peu à la fin. Ce que je vais vous montrer maintenant, je vais enlever donc ce graphique. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est les différents travaux que j'ai trouvés. Donc, si vous voulez screenshot, par exemple, les différents résultats que j'ai trouvés. Donc, je vais commencer par le premier qui est le Bund. Donc le Bund allemand, voilà ce que j'ai trouvé comme résultat que je trouve plutôt, plutôt pas mal d'optimiser, donc avec ces paramètres-là. Voilà, ces différents paramètres optimisés, un profit target, un period high low, et donc j'ai trouvé que c'était pas mal le Bund parce que les obligations c'est assez, cyclique. Donc je préfère presque à des indices parce que l'indice c'est peut-être cyclique mais c'est toujours a priori que de la hausse. Tandis que le Bund c'est peut-être un petit peu plus cyclique comme le Forex. Donc voilà ce que j'ai obtenu sur le Bund. Sur l'USD CAD, donc le dollar US contre le dollar canadien, voilà ce que j'ai obtenu. Donc pas mal avec 70% de réussite, ça j'ai trouvé que c'était assez bon. Quand vous voyez le graphique de l'USD CAD, vous voyez, le graphique il est clairement il est très cyclique, quoi. Il n'y a aucune tendance. Il n'y a vraiment aucune tendance. Ça bouge, mais il n'y a pas de vraie tendance comme un indice boursier. Donc là, je trouvais que c'était intéressant de vous montrer ça, parce que vous voyez que la performance, elle est hyper bonne sur le dollar canadien, avec 70% de réussite. Donc ça, je me suis dit, tiens, c'est vrai que c'est intéressant d'utiliser le Forex, parce que c'est cyclique. Je vous montre l'euro-dollar. L'euro-dollar, pareil, c'est pas mal aussi. Vous voyez, l'euro-dollar, on était à 1,15, on est tombé à 1,97. Bon, on est allé au plus haut à 1,25. Mais vous voyez que ça a été à nouveau très cyclique. Donc voilà ce que j'ai comme résultat. Je vous montre si vous voulez, screenshot dans le replay. Voilà le résultat. Pour le période high low profit target, vous les avez aussi sur le graphique si vous voulez regarder. Voilà pour l'euro-dollar, donc pareil, assez intéressant. Pour le DAX, donc j'ai pris le futur DAX, pareil à chaque fois, hein, c'est 10 ans d'historique. Sur le DAX, 780 000 euros, pas mal, on va dire, pas mal du tout. Les paramètres que j'ai retenus sont ceux-ci, donc 74, 40, 2, voilà, avec les moyennes mobiles de 17, 20, ok. Donc ça c'est le DAX. Qu'est-ce que j'ai eu d'intéressant? J'ai regardé le gold. Le gold, pas mal, mais franchement sans plus, quoi. Sans plus. Avec ces paramètres-là. Et j'en ai un très très beau que je vais vous montrer à la fin. Ça c'est l'USD Yen. USD Yen qui est pas mal. Pareil, vous voyez un marché, un USD qui a fortement chuté, une performance là qui a fortement augmenté, donc il prouve bien qu'on est tant sur de l'achat que de la vente. Je passe maintenant au Bitcoin. Alors qu'est-ce que j'ai trouvé sur le Bitcoin? Bon, le Bitcoin, il n'y a pas 10 ans d'historique, ça remonte au 1er juillet 2021, ce qui est pas mal, hein. Mais voilà ce que j'ai obtenu comme résultat sur le micro Bitcoin. 60% de réussite. Bon, je pense que c'est bien. Je pense que c'est très bien même parce que le micro Bitcoin, je me souviens un peu exactement de la valeur, mais c'est voilà, gagner 22 000 euros sur du Bitcoin, c'est vraiment bien. Surtout sur du micro. Voilà, sur le DAO maintenant. Alors sur le DAO, 387 000 euros. Voilà ce que j'ai obtenu comme paramètres pour le DAO. Ok. Je vous partage plein de choses, hein. Le Nasdaq qui lui est peut-être la plus grosse performance, je crois, parce qu'on est quasiment à 1 million. On est quasiment à 1 million. Vous voyez, 908 000 euros de gains.
Alors il y a peu de trades en 10 ans, vous avez vu 77 trades, voilà, c'est du vrai swing, là on est presque sur du moyen terme. Hein. Mais voilà ce que j'ai obtenu, donc quand même c'est très explosif le Nasdaq comme vous pouvez le constater. Hein. Donc j'aurais pu vous montrer ça pour le côté euh, un peu flashy, mais j'ai pris l'Eurostoxx hein, que je trouvais très bien. Mais voilà, vous avez typiquement du Nasdaq qui est vraiment explosif dans ses paramètres. Voilà, sur 10 ans, presque 1 million. Donc ça c'est beau. Sur le mini S&P, maintenant j'ai obtenu donc alors je n'ai pas affiché, j'ai l'impression. Voilà les résultats que j'obtiens. Donc 48 100 $. J'ai pas trouvé que c'était exceptionnel comme performance. Et ça doit pas être les bons paramètres, ça par contre. Ça doit pas être les bons paramètres. Non, c'est pas les bons paramètres. Je me disais bien, ça me paraissait faible comme performance. Ça me paraît faible. Il faut que je vous retrouve. Ok, non, bah j'ai pas trop cherché sur le S&P à mon avis. Sur le Nikkei, j'ai trouvé quelque chose de pas mal. Sur le Nikkei, vous voyez, une belle performance. Alors 42% de réussite, évidemment, c'est pas génial, mais vous avez un rendement risque de 2, donc ça vaut largement le coup. Et enfin, je pense que j'ai terminé. Allez, je vous montre le Silver, qui est très beau, parce que vous voyez, le Silver, c'est pas comme le Gold, hein, ça a bien augmenté, on est passé de 15 à 37, mais c'est plus cyclique, vous voyez. Et donc, quand c'est cyclique et que ça fait des cycles longs, la stratégie, elle fonctionne très bien, je trouve. Donc, je vous donne pour info les résultats que j'ai. Ok. Et enfin, le dernier instrument que je voudrais vous montrer, qui m'a donné plus de fierté dans l'utilisation de NanoTrader, c'est le T-Note. Là, il y a les obligations très cycliques. Et le T-Note m'a donné ce résultat-là, donc 116 000 euros à nuancer par rapport à la taille de la position. Ce qui est intéressant ici, dans les paramètres que vous voyez, c'est la courbe. Vous voyez à quel point elle est lisse, la courbe. Et donc, quand une courbe est lisse, eh bien, nous avons potentiellement des performances futures qui peut-être seront assez similaires aux performances passées. Il y a plus de chances en tout cas, c'est pas évidemment garanti, hein, comme rien n'est garanti, mais ça vous donne un petit peu plus de chances d'avoir ces résultats. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant de vous montrer tout cela. Ok, donc voilà pour le T-Note. Bertrand pose la question, à chaque ordre d'achat de vente, il y a des frais de transaction. Question, le backtest prend-il en compte ces frais dans la performance en euros? Alors non, je ne l'ai pas mis, mais je pourrais le mettre. Après, c'est des frais qui auront un impact très faible. Hein. Si je prends par exemple ici le T-Note, mais comme n'importe quel quasiment instrument, je vais ici dans paramètres évaluateur. C'est une bonne question, Bertrand, vous avez raison. Le coût aller, il est de... je vais mettre 3 euros, c'est moins de 3 euros, mais je vais mettre 3 euros en coût aller. Donc, vous voyez, ça change pas grand-chose, quoi. Parce qu'il y a peu de trades. Donc, en commission payée, vous voyez, il y a 558 euros de commission payée. Bon, voilà. Mais c'est effectivement bien, et j'aurais dû le faire. Mais vu que c'est du swing, ça n'a pas du tout ça n'a pas vraiment d'impact, quoi. C'est plus utile de le faire sur du day trading, du scalping, parce que lorsque vous voyez une performance brute, ça peut être très belle, mais quand on enlève les commissions, parfois c'est plus bon du tout. Après, l'important c'est que ça reste gagnant, hein, peu importe les commissions qu'on paye.
Voilà, chers amis, bon bah j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez regarder le replay autant que vous voulez. Si vous souhaitez mettre en place cette stratégie, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour la mettre en place sur votre compte réel, sans forcément le faire directement sur du réel, mais le faire sur du paper d'abord, si vous voulez. En fonction des instruments que vous allez sélectionner, je peux vous aider à trouver les meilleurs réglages avec l'historique que j'ai. Je peux vous aider en tout cas, à personnaliser ça avec ce que vous tradez vous, si ça vous intéresse évidemment. Donc quand vous regardez le replay sur YouTube, eh bien, vous avez un lien pour prendre rendez-vous. Sinon, vous nous passez un coup de fil, vous envoyez un email et on sera très heureux de vous accompagner dans ce projet. Merci à vous, bonne fin de journée, bon trading et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Salut, ciao!